Eh bien, c'est une très bonne question. La réponse est que la sémiologie en tant que science des signes, je me suis dit que c'était la science de Sherlock Holmes en fait. Hein. Cette faculté de décoder, de décoder les signes exprimés par des choses, des objets, des décors, en fait, voilà, c'est-à-dire Sherlock Holmes, c'était un sémiologue sans le savoir, et puisque Roland Barthes, donc grand sémiologue, était mort dans des circonstances idiotes, cet accident de voiture, je me suis dit que voilà, j'allais faire cette hypothèse que c'était pas un accident, et donc ça allait donner lieu à une enquête qui allait permettre à la sémiologie de sortir justement de l'université et de trouver une application qui est donc l'enquête policière. Je ne sais pas si ça légitime la fiction, mais en tout cas ça la problématise en fait. Ça la problématise. J'aime bien jouer avec ce qu'on appelle la suspension d'incrédulité du lecteur. C'est-à-dire que voilà, normalement, on fait semblant d'y croire. Et moi, j'aime bien, en tant que lecteur, on fait semblant de croire que l'histoire qu'on vous raconte, elle est vraie. Et moi, j'aime bien jouer avec ce pacte, disons, comment dire, remettre en cause le pacte et faire ce que fait Kundera, par exemple. Souvent, c'est ça que j'aime bien chez Kundera, c'est que Kundera, il brise cette illusion régulièrement et il dit ouais tiens, il parle de ses personnages en tant que personnages et il dit bah ouais tiens, je leur ai fait faire ça, j'aurais pu leur faire autre chose. Et ça j'aime bien ça parce que manifestement de HHHH à la septième fonction du langage, la problématique, c'est pour moi ce sont deux livres qui sont les deux versants d'une même montagne, d'une même problématique qui est le rapport entre le réel et la fiction. Et c'est vrai que moi je trouve que la fiction, donc c'est bon voilà, c'est une très belle chose. Il y a des grands chefs-d'œuvre de fiction évidemment, mais c'est pas quelque chose qui va de soi. C'est-à-dire que voilà, c'est-à-dire s'immerger pendant des heures, consacrer se passionner pour des histoires qui n'existent pas, ça va pas de soi. Et donc moi j'aime bien souligner ça, j'aime bien jouer avec ça, j'aime bien aussi prendre le risque de sortir le lecteur de son immersion et le risque de casser l'illusion fictionnelle et puis que finalement bon et puis avec comment dire le challenge étant de le ramener quoi, de lui dire de temps en temps tiens au fait tu sais que tout ça ça n'existe pas hein, tiens mais quand même je vais quand même te remettre dedans et essayer de te tenir jusqu'au bout et te faire tourner la page. Donc il y a une part de défi personnel. Et puis aussi, comme je vous dis, voilà, c'est la fiction en tant que notion, en tant qu'objet ontologique d'une certaine manière, ça m'intéresse d'en discuter. C'est ma façon d'en discuter en fait. C'est ma façon d'en discuter. Jouer avec les codes de la fiction, jouer avec les conventions, jouer avec ce pacte-là, etc. Ouais, tout à fait, tout à fait. Surtout pour moi qui n'avais pas tant l'habitude que ça enfin bon voilà comme avec HHHH quand il y avait des dialogues en général c'était pas des dialogues inventés donc là bon d'une part la question je trouve que le dialogue dans le roman c'est très dur en plus là donc c'était un autre challenge quoi c'est-à-dire c'était faire parler des gens extrêmement brillants et en fait bon le moyen que j'ai trouvé pour pas avoir l'air pour que ce soit crédible c'était de les faire parler avec leurs propres mots donc tout le travail était de lire leurs œuvres et de sélectionner dans leurs œuvres des bouts, des extraits, des phrases, des bouts de phrases qui pouvaient se combiner entre elles et se répondre, s'intégrer dans mon récit. Et donc voilà, ça c'est pour les personnages qui existaient, Derrida, Deleuze, etc. Alors c'était génial parce que Derrida, quand je suis tombé sur cette querelle qu'il y a eu entre Derrida et ce philosophe américain John Searle sur le performatif, c'est en gros c'est la septième fonction du langage, elle tourne autour de cette notion de performatif quand dire quelque chose c'est faire quoi, c'est-à-dire dire c'est agir et c'est donc voilà, c'est-à-dire on dit quelque chose et on réalise ce qu'on dit en le disant. Donc ça c'était génial parce qu'entre leurs articles, leurs livres où ils s'insultaient, ils s'échangeaient des noms d'oiseaux et puis enfin bon voilà, c'est-à-dire c'était de la théorie pure et dure à la fois. C'était une querelle très vivante qui était pour moi c'était du pain béni puisque c'était au cœur de ma propre problématique. Donc ça c'était génial. Donc ça c'est une chose. L'autre chose c'est le Logos Club en effet. Alors là c'était des personnages fictifs.
Et c'est vrai que c'était, bon, c'est un truc, je pense, bon, c'est un truc de vieil agrégatif, un peu, voilà, un peu frustré. Enfin, j'ai fini par l'avoir, la grecque, mais bon, j'ai quand même des souvenirs cuisants d'oraux, d'agrègues qui se sont mal passés. Donc, je suppose que c'était une manière de revanche, d'une certaine manière. J'avais envie de faire, voilà, de montrer des gens qui étaient brillants, qui étaient capables de faire des exposés brillants à l'oral, et plus brillants que moi, parce que bon, à l'oral, j'étais pas très, enfin voilà, donc j'ai eu, bref. Et alors là, bah là c'était, oui, c'est-à-dire comme en plus j'avais hiérarchisé le Logos Club. Alors au début c'est quand même c'est les divisions inférieures, donc là le niveau requis était pas forcément exceptionnel, donc ça je me sentais à la hauteur. Mais quand on arrive au final, où là c'est vraiment parmi le groupe des sophistes avec le grand Protagoras et Solaire, c'est autre chose. C'est comme ça part, bon, ça part en toupie. Mais disons la grande finale là sur le sujet à Venise, baroque contre classique. En fait, ce que j'ai fait, là, je me sentais, il fallait que ça soit éblouissant. Et donc, bon, moi, je me sentais pas forcément les épaules. Donc, j'étais allé voir mon vieux prof de fac, enfin, j'avais un prof de fac qui avait été une sorte un peu de mentor, qui avait été un peu ce que Barthes avait été dans mes lectures, ce Jean Delabroix, c'est encore un prof de Paris 7. J'avais l'impression qu'il m'avait vraiment tout appris, c'était vraiment un prof, c'est donc un prof très très brillant. Et donc je suis allé le voir et je lui ai dit, écoute, on était devenus un peu copains entre temps, je lui ai dit, écoute, vas-y, je lui ai pitché le truc en 2 mots, enfin il n'a pas bien compris de quoi il s'agissait, mais je lui ai dit, vas-y, parle-moi du baroque là. Puis j'ai commencé à prendre des notes comme un fou. Et alors comme d'habitude, il était génial, il m'a parlé du Marchand de Venise, je lui avais dit c'est à Venise, alors il m'a fait un truc, une impro sur le Marchand de Venise, génial. Et du coup ensuite, mon travail c'était de compiler mes notes et puis de les redistribuer de les organiser sous forme de duel entre mon héros, Simon, son adversaire. Donc voilà, ouais, c'était intéressant c'est Umberto Eco qui dit si un romancier est plus intelligent que son roman, il faut qu'il change de métier. Et alors donc là, moi je peux vous dire que je suis vraiment dans la ligne, je suis beaucoup moins intelligent que mon roman. Ouais, c'est une très bonne lecture. Vous êtes le premier qui remarque ce genre de détails. En fait, moi mon modèle pour ce type de scène, c'est Bret Easton Ellis. C'est pas Flaubert. Flaubert, c'est un modèle pour autre chose, hein, mais Bret Easton Ellis, il est très très fort pour les scènes de soirée où il se passe. En fait. Il y a plein de foyers d'action. En fait, il se passe beaucoup de choses en même temps. Et en fait, moi, je trouve que ces scènes-là, elles m'ont toujours beaucoup impressionné quand, voilà, le personnage parle à son interlocuteur, mais en même temps se rend compte qu'à l'autre bout de la pièce, il y a quelqu'un qui renverse son mojito, et puis il voit débarquer à l'entrée quelqu'un qu'il connaît, qui a l'air un peu menaçant, et puis il entend un truc, etc. Et donc, en fait, il se passe, voilà, il y a une espèce, on a l'impression que la caméra, elle tourne. Qui est très d'ailleurs, enfin bon voilà, je vous dis Bret Easton Ellis, mais lui-même, je pense que, enfin je lui en avais parlé une fois, il me disait que c'était peut-être inconscient, mais c'est aussi ce qu'on trouve dans Gatsby de Fitzgerald, quoi. C'est ces scènes où vraiment comment dire, un peu de farandole, quoi, où il se passe beaucoup de choses. Et donc voilà, moi je trouve que ça donne, ça rend des scènes extrêmement vivantes et dynamiques. Et alors évidemment, tant qu'à faire, autant que les choses soient signifiantes. Et donc évidemment, s'il y a une chanson qui passe, tant qu'à faire, j'ai essayé de trouver une chanson qui soit un écho. Par exemple, il y a une soirée avec la bande des gigolos qui gravitait autour de Barthes. À un moment, il y a Killing an Arab de Cure qui passe, qui est exactement une chanson qui restitue l'époque, parce que c'est exactement à cette année-là, à ce moment-là qu'elle sort, mais c'est aussi c'est une valeur prophétique, proleptique, je pourrais dire, si je voulais faire un peu cuistre, qui annonce ce qui va se passer, puisque au moins l'un des gigolos, qui sont tous d'origine maghrébine, va être assassiné. Donc voilà, ouais, ça m'amusait voilà, dans la scène sur le campus américain là qui se finit dans un cimetière, là où il se passe, je me souviens une chanson d'Abba ou de Blondie, Abba, Give Me a Man After Midnight, au moment où les couples vont se former, où Bayard va monter avec Jodie Butler, etc. Bon voilà, c'est-à-dire donc l'idée d'une manière générale, indépendamment de la question précise que vous me posez,
J'aime bien que toute phrase ou toute scène, toute image ait au moins deux fonctions. Jamais une seule, jamais une seule. Le plus pauvre, c'est toujours quand, bon, une fonction d'exposition, une fonction d'information. Si c'est juste une cheville, ça c'est pas intéressant. Mais voilà, c'est-à-dire j'aime bien quand il y a une fonction, que ça fait avancer l'intrigue, qu'en plus il y a une valeur symbolique, qu'il y a un sous-texte, etc., etc. Deux minimum. S'il peut y en avoir trois ou quatre, ça évidemment c'est génial. Alors ensuite tenir trois ou quatre fonctions pour chaque phrase ou chaque morceau sur 500 pages, c'est dur. Mais en tout cas, c'est une règle que j'essaie de pas perdre de vue. Jamais une seule fonction quand vous écrivez quelque chose. Alors, bon, l'humour, c'est disons, si on parle de façon technique, c'est un registre, quoi, si vous voulez. C'est un registre que je trouvais, par exemple, dans la chachachache, évidemment, l'histoire se prêtait moins à rire. De temps en temps, néanmoins, il y avait des passages que je voulais drôles, humoristiques, probablement justement pour faire un peu retomber la chape assez lourde qui pesait autour d'un personnage comme Heydrich, etc., etc. Ici, je pense que bon, je sais pas, c'est peut-être un tempérament. Enfin voilà, j'aime bien rigoler ou essayer de rigoler. Ensuite, bon. Mais je pense aussi que le registre humoristique, le contexte se prêtait au registre humoristique. Il y avait alors bon, contrairement à ce que certains de mes détracteurs ont dit, moi j'admire beaucoup les philosophes de la French Theory, à l'exception de 2-3 personnalités dans mon livre. J'ai beaucoup d'admiration pour le travail des Foucault, des Deleuze, des Derrida, et puis Barthes, n'en parlons pas. C'est-à-dire c'est mon admiration pour Barthes qui est à l'origine de ce livre. Mais néanmoins, j'ai détecté en eux un potentiel burlesque que j'ai choisi assez naturellement, sans trop me poser la question, d'exploiter. Voilà, c'est-à-dire c'est des grands penseurs, la plupart d'entre eux sont même des génies, quoi. Mais c'est aussi voilà des hommes avec leurs travers, leurs faiblesses, leurs ridicules, et ça voilà, ça m'a amusé de les D'ailleurs, c'est pas forcément eux qui sont ridicules, mais c'est des situations qui sont ridicules et enfin certaines ridicules et pour la plupart que j'ai pas inventées, qui m'ont été rapportées par des amis à eux, des gens qui les ont rencontrés et qui m'ont raconté, bah voilà, comme vous racontez votre dernière cuite et comment ça s'est passé, et parce que s'il y a eu des moments drôles et burlesques et que voilà, bah exactement de la même façon. Et alors vu les réactions, je me dis que bon, j'avais pas d'intention provocatrice à ce niveau-là, mais comment dire, j'ai un goût certain pour la désacralisation. Et en fait, mais j'avais pas mesuré à quel point je crois qu'en France, il y a un retour de la sacralité qu'on observe à tous les niveaux, y compris donc à mon niveau modeste, c'est-à-dire que, enfin, il y a des gens qui sacralisent Mahomet et qui sont prêts à tuer pour ça, quoi. Bon, voilà. Il y a aussi des gens, donc bon, toute proportion gardée évidemment, hein, mais qui sacralisent les Foucault ou Derrida et qui sont prêts, qui sont aussi très très hargneux quand ils ont l'impression qu'on a un comportement iconoclaste. Voilà, donc oui, donc je sais pas. Pour moi, l'humour, ça allait de soi. L'humour, ça allait de soi. Je pense que c'est des personnages marrants, quoi.